Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Volodymyr Zelensky a annoncé hier la tenue de pourparlers de paix avec la Russie prévue ce mercredi. Du côté de Moscou, on confirme également être à la manœuvre pour organiser un nouveau cycle de négociations. Même si les contours de ces discussions restent flous, dans le même temps, l'Union européenne poursuit sa stratégie de pression. Vendredi, les 27 ont adopté un 18e paquet de sanctions contre la Russie, cette fois centré sur le pétrole qui prévoit un abaissement du prix plafond du brut russe autorisé à l'exportation. Objectif affiché, asphyxier progressivement les revenus du Kremlin. Pour Michel Fayad, qui est analyste géopolitique, les nouvelles mesures sont cependant à relativiser, très limitées. Elles n'impactent que marginalement l'économie russe qui a su adapter ses circuits commerciaux. La ligne de crête est délicate entre volonté de paix et fermeté stratégique. Bon, alors les Russes se rapprochent de Pokrovsk et annoncent la prise de Novotoretsk. L'armée ukrainienne est mise à mal depuis ces dernières heures. Les soldats russes progressent à la veille des négociations russo-ukrainiennes prévues en Turquie. Nous entrons dans une période stratégique du conflit. Du coup, l'Union européenne veut s'imposer dans les pourparlers pour conserver son influence sur la scène internationale, dont acte. Elle souhaite avant tout affaiblir l'économie russe et c'est la raison pour laquelle nous vous posons la question sur le compte X. J'ai un petit sourire parce que pour l'instant, le résultat de la consultation est clair et sans équivoque. À la question guerre Russie-Ukraine, l'Union européenne peut-elle influencer l'issue du conflit? Vous dites non à 95%. Continuez de voter sur le compte X de Sud Radio et appelez-nous au 0826 300 300. Et nous sommes avec Guillaume Lagagne, qui est maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des questions internationales, haut fonctionnaire et auteur d'un livre qui s'appelle Questions internationales en fiche. C'est aux éditions Ellipse. Alors Guillaume, je vous ai demandé si les pourparlers de paix pouvaient réaboutir malgré les sanctions économiques. Vous avez dit, grâce à ça, ils vont pouvoir aboutir. Alors racontez-nous un peu, étayé, on vous en prie. Allô ? En fait, les sanctions économiques, elles viennent essayer d'affaiblir l'économie de la Russie. Vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et donc, plus l'économie russe sera en difficulté, plus M. Poutine devrait être incité à s'arrêter en Ukraine et à obtenir, à accéder à la demande occidentale d'un cessez-le-feu. Donc, ces sanctions, elles vont plutôt dans le sens d'une pression renouvelée sur la Russie. Et j'ai écouté tout à l'heure ce que disait Michel Fayad. Il y a deux manières de le voir, les sanctions. On peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Moi, ce que je remarque, c'est que dans ce 18e paquet de sanctions, c'est-à-dire dans ce 18e texte de sanctions, vous avez des nouveautés. Vous avez notamment des sanctions qui sont appliquées à une raffinerie indienne. Et vous savez que l'Inde, aujourd'hui, c'est le principal acheteur avec la Chine de pétrole russe. Donc, c'est la première fois qu'on va viser un État qui profite de la guerre en Ukraine pour réexporter ce pétrole. Donc ça c'est très pesant parce que ça fait et malheureusement trop longtemps que ces pressions économiques sur la Russie suscitent des commentaires en disant finalement la Russie elle s'en sort. Là, quand on tape sur les carburants, ça change tout ou pas? Ça change tout. Faut se méfier de la formule, mais ça va, disons, dans le sens d'être beaucoup plus compliqué pour la Russie. Parce que derrière l'Inde, vous pouvez avoir des États comme la Turquie, qui est beaucoup plus proche de l'Union européenne, qui utilise aussi ce système d'achat de pétrole et de réexportation de pétrole raffiné, qui profite en fait de cette guerre en Ukraine, qui voit ces sanctions et qui se dit, tiens, est-ce que demain, ça ne sera pas à mon tour d'être sanctionné? Or, autant, si vous voulez, on a peu d'influence sur l'Inde, parce qu'on est quand même assez loin de l'Inde, autant on a beaucoup d'influence sur la Turquie, parce que c'est notre principal... plutôt l'Union européenne est le principal partenaire commercial de la Turquie. Et membre de l'OTAN, bien sûr, on le rappelle. Absolument. Alors Rosie Bordet, quand on sait qu'ils sont encore en train d'attaquer les Russes et qu'il y a le porte-parole du Kremlin qui s'appelle Dmitri Peskov qui a dit il faudra bien sûr analyser le nouveau paquet de sanctions du coup afin d'en minimiser les conséquences, on a envie de se dire ils s'en fichent complètement en fait. Ils s'en fichent parce que l'Union européenne, aujourd'hui, on ne parle pas d'une même voix. Donc, il y a déjà pas une armée européenne. Donc, à commencer, ça, c'est quand même un déficit, on va dire. Et puis, il y a des pays qui ne suivent pas forcément ce que disent les autres. Donc, le Premier ministre slovaque assiste au défilé militaire en Russie. Donc, ils trouvent leur compte. Donc, déjà, l'Union européenne. Donc, j'ai pas envie de dire qu'on part en ordre dispersé, mais c'est presque le cas. Donc, à partir de là, forcément, les Russes croient très très fort. Il y a aussi, Monsieur parlait très justement sur l'économie. Il y a l'économie, il y a aussi la diplomatie. Je pense
qu'il faut aussi vraiment... Jean-Noël Barrot fait un excellent travail, mais je pense qu'il faut encore aller plus loin et pousser là-dessus, parce que derrière tout ça, ce qui vraiment... basiquement qui trinque, c'est encore une fois la population, et c'est pas possible, c'est inadmissible que ça continue. Les Ukrainiens sont en train de souffrir, enfin les civils payent tout cela, quoi, et très très cher de leur vie. Pierre-Yves Martin, on en est au 3e cycle de négociations, hein. Les 2 dernières en mai et en juin à Istanbul, elles n'ont pas trop marché, hein, malgré des échanges de prisonniers à grande échelle. On a l'impression qu'on tourne en rond dans cette histoire. Oui, moi je suis un peu sceptique sur ce 18e plan annoncé de sanctions aujourd'hui, qui a été d'ailleurs discuté âprement, notamment avec l'ensemble des pays, et notamment la Slovaquie qui a hésité à adopter ce plan. Oui. Et aujourd'hui, je pense que la Russie s'est déjà tournée économiquement, notamment vers l'Inde, la Chine, mais aussi l'Iran, l'Arabie Saoudite, pour trouver d'autres acteurs, même la Corée du Nord. Je pense que derrière, aujourd'hui, ces mesures, je pense, sont pas suffisantes. Et je pense que l'Union européenne aujourd'hui, elle n'a pas un poids aussi important face à notamment aux États-Unis, qui aujourd'hui se positionnent pas suffisamment. Mais se positionnent quand même et influencent le débat quand même. Ils influencent le débat. Ils font les Américains. un pas en avant, 2 pas en arrière, en fonction de la situation. Oui. Alors ça, c'est la stratégie de négociation de Donald Trump aussi. Bon, justement, posons la question à Guillaume Laganne, hein, je le rappelle, maître de conférence à Sciences Po. Guillaume Laganne, c'est vrai que cette Union européenne, elle ne marche pas en ordre, on va dire, serré, et on a même l'impression que le meilleur atout pour la France aujourd'hui, pour avancer, c'est la Grande-Bretagne, qui est sortie justement de l'Union européenne. Oui, alors moi je ne serais pas aussi critique de l'Union européenne là. Si vous voulez, il y a d'abord une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on parle des sanctions, il ne faut pas demander à M. Peskov si elles sont efficaces, parce que lui, si vous voulez, son métier, c'est de dire qu'il a même pas mal et que la Russie, elle va s'en sortir, elle va contourner, etc. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu la Slovaquie, mais il faut aussi relativiser. La Slovaquie, c'est un tout petit État d'Europe centrale avec un gouvernement populiste. Il représente moins de 1% du PIB européen. Il est capable effectivement de ralentir et de bloquer la négociation, mais pas d'aboutir, parce que vous voyez, finalement, on a quand même adopté ce paquet de sanctions. Et d'autre part, il ne faut pas non plus oublier que l'Union européenne, c'est une union économique et commerciale. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voter des règles, des sanctions dans le domaine qui est le sien, c'est-à-dire les domaines commerciaux, les domaines financiers. On ne peut pas lui demander, je reviens sur ce que disait Madame tout à l'heure, on ne peut pas demander à l'Union européenne de fournir des armes, parce que c'est pas aujourd'hui son objet, hein, ça, je suis tout à fait d'accord. Derrière l'Union européenne, c'est des États européens, et les États européens, aujourd'hui, honnêtement, heureusement qu'ils sont là, parce que je pense que sans eux, l'Ukraine, elle aurait beaucoup de difficultés à lutter. On parle des États-Unis, c'est vrai, mais quand vous regardez les montants financiers, aujourd'hui, ils viennent surtout des États européens, alors que ce soit des États directement qui aident l'Ukraine, ou que ce soit par l'Union européenne. Et c'est vrai que le Royaume-Uni joue un rôle important. Aujourd'hui, les Anglais, si vous voulez, ils se mordent les doigts d'avoir quitté l'Union européenne. Ils peuvent pas y revenir parce que ça rouvrirait encore un débat en Angleterre. Mais ils sont très actifs sur la question russo-ukrainienne quand même. Exactement. Ouais. Ils se rapprochent en fait de nous sur le sujet ukrainien. C'est un moyen de contourner le Brexit, hein, la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, et de retrouver une voie commune. Merci beaucoup pour cette je vais y arriver. Vous voulez que je prenne le relais? Oui, prenez le relais, s'il vous plaît. Oui, Rosie Bordet, sur cette possibilité de Jean-Noël Barrot à peser aussi sur l'échiquier, parce que il est question de cela. La France a une voix, on sort de l'Europe maintenant, Monsieur Laganne nous l'a expliqué. Est-ce que Jean-Noël Barrot et la France aujourd'hui vous semblent présents comme il le faut? Ils sont souvent fustigés. Oui, parce qu'on entend la voix de la France. C'est vrai que ça porte. Je reviens à ce qu'a dit monsieur. En effet, nous ne sommes pas une Europe de militaires, mais je pense qu'à un moment donné, avec ce qui se passe, il faut peut-être y réfléchir. Moi, je suis pas une spécialiste de l'Europe, mais juste je regarde ce qui se passe. Effectivement, nous fournissons des armes, nous fournissons des équipements, des munitions, tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, face aux États-Unis avec l'OTAN, est-ce qu'il ne faudrait pas y réfléchir? Bien sûr, je reviens sur la diplomatie, mais à un moment donné, peut-être pour se faire, se faire respecter et peut-être être un peu plus fort, j'en sais rien. Mais juste, je pose le sujet. Oui, la question est de savoir si on y va en rang serré ou pas. Guillaume Laganne, c'est possible ou pas de faire évoluer? Non, vous dites non. Union européenne, c'est l'économie avant tout.
Non, moi j'aimerais bien vous dire oui, mais dans la réalité, si vous voulez, c'est qu'il y a de grandes différences entre États européens. Nous, en France, on a la bombe nucléaire. Donc à la limite, si vous voulez, sur le plan des armées, on a quand même des capacités que n'ont pas d'autres États européens. Mais tous les autres États européens, ils n'ont pas la bombe nucléaire. Je parle de l'Angleterre, je parle de l'Allemagne, je parle de l'Italie. Ils ont généralement des capacités nucléaires qui sont partagées avec les États-Unis. Donc si vous voulez, quand on leur dit Union européenne militaire, eux, ils comprennent, ça existe déjà, c'est l'OTAN. Donc, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est plutôt essayer de construire à l'intérieur de l'OTAN ce qu'on appelle un pilier européen, c'est-à-dire d'être en capacité, le jour où les États-Unis ne veulent pas le faire, d'intervenir entre Européens. Bon, et pour ça, si vous voulez, c'est même pas la peine de passer par l'Union européenne. Il suffit que chaque État européen augmente ses budgets de défense, développe ses capacités, et ça se fera tout naturellement. Bon, et je donne le mot de la fin à Pierre-Yves Martin. J'y reviens, parce que le rôle de la France est quand même montré du doigt. Le couple Jean-Noël Barrot, Emmanuel Macron occupe le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours pesant sur le débat russo-ukrainien ? Il essaie d'imprimer sa marque et que derrière, mais je pense on porte pas suffisamment une voix. Et là, une voix unique en européenne. Et je pense qu'aujourd'hui... oui, mais celle de la France. Parce que à chaque fois que je vous parle de France, vous me dites Europe. Alors c'est très bien. Notre voix est peut-être trop faible aujourd'hui sur le plan international. Voilà. On ne pèse pas, c'est ça que vous voulez qu'on vous dise, Frédéric. Je vous pose la question. Moi, je ne veux rien. Aujourd'hui, il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous. Donc vous avez la réponse. Voilà. Donc, quoi je pense qu'on a encore du travail à faire. Bon, très bien. Et vous, Pierre-Yves Martin ? Exactement, on a encore du travail à faire. Et je pense que notre place aujourd'hui, elle était un peu en arrière. Et pour conclure, Guillaume Laganne, sur cette même question, la France pèse ou pas ? Bien sûr que la France pèse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un outil militaire de première valeur en Europe. On a un siège au Conseil de sécurité. On a un président qui s'exprime beaucoup sur la politique étrangère. Mais là où je rejoins les autres membres là de nos vraies voix, panel, c'est que je pense qu'aujourd'hui la France elle est beaucoup plus forte quand elle arrive à construire des coalitions avec ces autres pays européens que quand elle est toute seule. C'est évident. Regardez le poids économique, le poids commercial, même le poids militaire. Si demain on veut aider l'Ukraine, il faudra l'union de tous les Européens, pas seulement de la France. C'est clair. Et merci Guillaume Laganne, maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des questions internationales. Et je le rappelle, auteur du livre Questions internationales en fiche. Voilà, aux éditions Ellipse.